Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Un temps pour chaque chose a son temps, disait l'autre. Et justement, l'heure a sonné pour que l'équipe de votre émission Mercredi Politique s'installe chez vous. Et quel bonheur de vous retrouver, bien évidemment. Vous êtes nombreux à ce rendez-vous de causerie. Les travaux de la 55e session ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en abrégé, bénéficiaient donc de l'attention de bon nombre d'acteurs politiques et autres citoyens béninois, ceci au regard de la situation politique bien difficile au Bénin, à l'arrivée des recommandations de l'institution sous-régionale pour un certain nombre de pays dont le Bénin. Que retenir de ces recommandations et quels impacts sur la situation politique au Bénin? Nous en parlerons avec nos invités, 3 acteurs politiques ce soir et un sociologue. Je voudrais vous présenter le premier. Il s'agit de Delors Fatan, que je retrouve avec tout un plaisir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Rouy. Merci pour la disponibilité. Nous avons sur ce plateau également Boga Koukpaki. Il est acteur politique, membre de la mouvance présidentielle. Bonsoir à vous. Bonsoir, Roméo Adouroui, et bonsoir à tous. À vos côtés, nous avons Roméo Aïsegbe, acteur politique également. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Rouy. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Très bien. Joseph Aguiadaro, sociologue à l'université d'Abomey-Calavi et à l'université nationale d'agriculture. Bonsoir. Bonsoir, Jacques Aguiadaro. Jacques, c'est un nouveau baptême. Mes excuses, bon, Jacques, bien évidemment, Jacques Aguiadaro. Voilà. Merci, chers invités, pour la disponibilité. Et merci, chers téléspectateurs, également pour la disponibilité pour cette émission Mercredi Politique. Nous allons discuter, et vous le savez déjà, des recommandations de la CEDEAO. Et la première question, je voudrais bien la poser à Delors Fatan. Vous avez eu vent du contenu un peu de ces recommandations de la CEDEAO au Bénin. Quelle lecture vous en faites? Merci, monsieur Rouy. Il faut dire que c'est la première fois d'ailleurs dans l'histoire politique et sociale du Bénin que la CEDEAO ait retenu autant attention du peuple béninois, de tous les acteurs politiques ou bien de tous les Béninois lambda. Parce que la situation que le Bénin traverse est une situation inédite, jamais vue dans l'histoire du petit pays. Et la CEDEAO était devenue pour beaucoup d'eux comme un dernier espoir. L'espoir, l'instance qui devrait quand même montrer le chemin à suivre parce qu'à l'intérieur, tout a échoué. À l'intérieur, les acteurs ont été incapables de s'entendre sur le minimum qui nous a conduit au conflit et aux affrontements auxquels nous avons assisté entre le 1er mai et les événements de Tchaouro de Savé. Alors, dans cette atmosphère où il y a manque de conciliation, il y a manque de négociation, il y a absence de personnalité d'un rang élevé, neutre et sage pour réconcilier les Béninois entre eux-mêmes, les faire asseoir autour d'une table, la CEDEAO était devenue la seule porte de sortie. Et tout le monde avait le regard tourné vers la CEDEAO. Le sommet a eu lieu. À l'issue du sommet, il y a 2 mérites que moi je reconnais. Le premier mérite est que la CEDEAO a inscrit la crise béninoise comme point d'ordre de débat. On a débattu de la crise. Ça veut dire que la CEDEAO a compris que ce qui se passe au Bénin est une situation critique. Mais pas de façon spécifique. C'était un sommet ordinaire. Mais à aucun moment, le Bénin n'était inscrit lors des sommets de CEDEAO pour débattre de la question du Bénin en tant que pays en crise. C'est la première fois. C'est-à-dire que c'est le premier mérite que la CEDEAO, le chef de l'État, ait considéré cette situation comme une situation qui mérite d'être débattue. Le second point, ce sont les résolutions. Et des résolutions, ce qui se dégage est que la CEDEAO a tenu un langage diplomatique, je dirais hautement diplomatique. On a dit les choses de manière subtile, mais de manière profonde. Et le simple observateur peut penser que la CEDEAO n'a pas répondu à l'appel de la population. Ou du moins à l'espérance d'un certain nombre d'acteurs. Ce n'est pas une question d'espérance, c'est une question de vie. Parce que on a perdu des vies à cause de la crise que nous avons connue. Et personne ne peut nous dire ce qui adviendrait les jours à venir. Parce que la crise est là, elle est latente actuellement, mais elle est là.
Très bien. On y reviendra plus amplement avec vous. De l'Ofaton, vous avez la même appréhension, la même lecture, Bougakou Paki? Je pense que c'est encore une fois le moment de repréciser encore les choses dans certaines têtes qui n'ont jamais voulu comprendre de façon très facile les choses, parce que on n'a pas besoin chaque fois de chercher à compliquer les événements, je ne crois pas. Je l'ai toujours dit, dans un contexte comme le nôtre actuellement, nous avons tout ce qui s'est passé au Bénin est une question d'étape. C'est une question d'étape, question de situation, de vote, de test, l'achat des partis politiques et le code électoral. Et lorsque vous avez vu la discussion qui a eu lieu, mon ami parlait d'un mérite, de ce que le Bénin est en crise. Lorsqu'il crée la crise et il trouve qu'on peut discuter de ça à la CEDEAO, que c'est un mérite, tant mieux. Lorsque nous discutons d'une situation qui est peu ordinaire pour le Bénin, qui relève d'une situation conflictuelle que nous-mêmes, nous avons voulu entreprendre, ça devient intéressant à mon avis. La CEDEAO a parlé, a fait cas de ce que lors du vote de notre charte des partis politiques à l'Assemblée, que nous avons eu largement, que le peuple a eu largement la majorité, les acteurs politiques à l'Assemblée nationale, vous avez vu, nous n'avons qu'une seule abstention, 0 contre, et tout le monde a voté oui. Et ce sont les acteurs politiques, les représentants du peuple. Et la CEDEAO est revenue sur cette question-là pour dire avoir les réformes engagées et le mérite de l'Assemblée qui a voté à l'unanimité presque. Cette loi-là, cette nouvelle charte des partis politiques qui, d'une manière ou d'une autre, prend corps à partir de cet instant où les gens sont restés, je ne dirais pas le dilatoire tout cru, dans le bavardage. Et ils ont voulu tout faire pour que la nouvelle charte des partis politiques ou le code électoral ne prenne pas corps fondamentalement. Comment faire pour faire échouer la révolution des réformes? C'est l'impression que vous aviez? Ce n'est pas une impression, puisque, si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, vous avez eu des gens qui ont toujours critiqué. Depuis le lendemain de ce vote, les gens sont restés dans une position de critique, de déstabiliser. Et ils sont restés à cette position-là jusqu'aux élections. Je parlais tout à l'heure d'une question d'étape. Et il y en a même qui ont boycotté l'élection législative parce que certains ne sont même pas allés jusqu'à déposer les dossiers. C'est eux qui crient presque, poser la question. Je pose la question à mon ami Faton Delors pour me dire si sa formation politique a déposé les dossiers à la Sénat. Malheureusement, vous ne posez pas de questions, je ne reviendrai. J'ai dit, je vais continuer à expliquer ce que je suis en train de dire. La CEDEAO aujourd'hui, après la discussion, trouve. Mais la CEDEAO est une institution où si vous avez les yeux braqués, un père de famille ne règle pas les problèmes comme ça. Un père de famille dit, bon, il y a une situation. Ce que vous allez faire, entendez-vous. Et de façon personnelle, il discute avec chacun. Aujourd'hui, la CEDEAO, tout le monde est d'accord que la CEDEAO ne favorise pas le fait que les gens sont dans une position de ce que reprendre les élections. Le peuple béninois n'est pas sous ordre, du tout pas. Le peuple béninois n'est pas sous ordre. Le peuple béninois est allé voter. On ne va pas demander une classe dite de l'opposition, ne va pas rappeler le peuple béninois d'aller voter encore. Le peuple béninois n'est pas sous ordre. Le peuple béninois on va y arriver. On va y arriver. Il n'y a pas de souci. Je vous le promets. On va permettre à Jacques et à Guéadaro de nous dire concrètement quelle lecture vous faites de ce contenu, de ces recommandations de la CEDEAO. Je crois que si on lit un petit peu entre les lignes et le communiqué, les recommandations, d'abord, il faut partir du contexte que c'est inscrit parmi tant d'autres points, donc elle est dans ses prérogatives. Et deuxième chose, il faut peut-être essayer de voir un peu comment elle a structuré le discours. Il y a un effort de planter le décor, de situer le contexte de la crise. On peut tenter de dire que c'est une manière de construire un peu l'environnement dans lequel le problème est apparu. Donc on a rappelé un peu le contexte et après on a dit ce qui se passe et après on a fait des recommandations.
L'autre chose qui est important aussi, c'est la graduation un peu des recommandations. Les premières recommandations, c'est d'abord le Bénin même. En fait, c'est pour dire à la limite que la touche qui reste encore à utiliser, la première, c'est la vôtre. Et parce que elle ne s'est pas positionnée comme premier acteur, elle a structuré, elle a organisé. Donc c'est une manière de nous dire encore une fois qu'il croit qu'on a les moyens au Bénin de régler les problèmes qui sont les nôtres. Et ça c'est très responsable parce qu'on aurait pu voir un peu dans le test afficher le verdict que le Bénin n'est plus en mesure de régler son problème et qu'il faut venir régler un problème pour les Béninois. Donc le fait d'abord de repréciser que les Béninois doivent s'entendre, doivent pouvoir, ça c'est très important. Autre chose, c'est qu'elle a lancé un message que le Bénin constitue un modèle, une référence, une histoire. Parfois, vous m'y connaissez et les gens qui sont derrière vous disent « Ah, attention, pas vous, tout le monde, pas vous ». Donc, je crois qu'il y a une petite provocation diplomatique là-dessus pour dire que si vous en arrivez là, ça ne fait même pas plaisir à la CEDEAO elle-même en tant qu'institution parce qu'elle a besoin de vendre des modèles. Donc, peut-être que nous avons sous-estimé un petit peu la place que nous occupons dans cet espace et pour la communauté internationale, pour la communauté mondiale. Parce que c'est peut-être que le Bénin fait partie des derniers 4 que la sous-région a encore en termes de modèle de stabilité, tout et tout. Donc peut-être que la CEDEAO aussi a l'impression qu'une carte est en train de lui échapper et que peut-être n'ont pas conscience de ça. Donc c'est important qu'à un moment donné, elle reprécise un petit peu ses rapports avec le Bénin. Elle n'a pas dit qu'elle a un pays voyou devant elle, elle n'a pas dit qu'elle a un pays devant lequel elle est vraiment désolée, mais elle a dit carrément que le Bénin doit maintenir le cap. Donc il faut qu'on saisisse quand même ce message-là pour dire jusqu'à l'heure où nous parlons, on continue de nous faire confiance, jusqu'à l'heure où nous parlons, on continue de croire qu'on est capable de sortir, puisque effectivement on est allé à la conférence des forces vives de la nation dans des scénarios beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles. Ça veut dire que les gens croient encore une fois que nous avions ces moyens de sortir de façon très... oui, c'est vrai qu'on ne souhaite pas que nous apprenons toujours aux gens en sortant des situations difficiles. Donc ça, c'est important. Et enfin, elle se donne la responsabilité et l'obligation, n'est-ce pas, d'accompagner et de répondre à l'appel, comme l'a dit tout à l'heure le collègue, et de répondre à l'appel, et comme l'a dit encore une fois le collègue d'en face, qu'il était important pour la CEDEAO en tant qu'institution de ne pas rester silencieux, parce que des gens ont lancé un appel, et c'est une institution pour tous les peuples africains. On continue de parler de la CEDEAO des citoyens, la CEDEAO des peuples et non la CEDEAO des institutions. Donc, tout comme un chef d'État ne peut pas dire qu'il a des citoyens opposants, mouvanciers, elle aussi ne pouvait pas aussi ne pas quand même dire que, quelles que soient les parties prenantes au Bénin, je reste les vôtres et je suis prêt à venir jouer la carte qui est la mienne. Mais après, il faut voir dans la graduation, qu'est-ce que nous choisissons. Est-ce que nous choisissons, c'est comme un médecin, hein, il veut te faire une prescription, il dit repose-toi, calme-toi, prends ce médicament, si ça ne va pas, prends ci, prends ça. Mais c'est toujours mieux de prendre le produit qui est le plus facile. Je crois que le plus facile, c'est de régler nos problèmes à l'intérieur du pays. Je crois que c'est encore possible. Très bien. Roméo Aïssegbe, sur la même question. Merci beaucoup, monsieur Roui. Je remercie tous mes prédécesseurs parce qu'il y a eu une reconnaissance de la situation, de l'appréciation juste. Mais je voudrais soutenir un tout petit peu mon frère Fatan dans un contexte qui se relie à l'historique donc de la création de la CEDEAO. Qu'il nous souvienne qu'en 1975, lorsqu'on créait la CEDEAO, c'était l'objectif unique était pour l'intégration des 15 pays membres, intégration économique. Et quand on parle d'économie d'un État, des 15 États membres, quand on parle d'économie d'un État, c'est que cela n'est pas lié aux humeurs présentées en réalité pour dire en ce sens que ce n'est pas, la CEDEAO ne se sentirait pas alarmée ou ne verra même pas la gravité d'une situation quand l'État, c'est-à-dire dans sa fonction régalienne, pose des actes suivant des tests. Je dis bien, jusque-là, il n'y a pas eu de dictature, donc il n'y a rien qui soit passé au Bénin
qui ait heurté les tests qui, comme on le dit, qui régissent l'État. Alors, vous voyez, la CEDEAO n'a rien fait d'exprès, c'est des experts. Ils sont partis des contestes en citant même le nombre de votes pour la loi et ceux d'abstention et ceux contre. Ça veut dire qu'ils sont en train de s'exprimer non pas aux Béninois, puisque les Béninois sont témoins du vote. Ils sont en train d'orienter le débat vers les autres régions de l'Afrique et l'Occident. Ne cherchez pas à venir fuiner votre nez dans le sens de la démocratie qui s'est installée. Alors, le problème qui s'est posé, moi, je me pose souvent, est-ce un problème, excusez-moi, de compréhension des tests? Est-ce le fait que, dans de nombreuses lois votées à l'Assemblée nationale, celles-ci devraient être mises en application 6 mois plus tard ou un an plus tard, que l'intérêt l'a porté jusqu'à ce point? Vous savez bien avec moi qu'il y a eu des lois qui sont votées jusqu'à aujourd'hui, que même des politiques ignorent jusqu'aux populations. Est-ce parce que cela a un intérêt particulier d'empêcher les intérêts égoïstes et personnels de certains que cela est devenu haute moute? Je voudrais revenir sur le plateau pour nous dire, pour m'arrêter à ce niveau-là par rapport à votre question, que si l'espérance de l'opposition, de la réaction qu'ils espéraient de la CEDEAO, est celle qui est intervenue pendant qu'il y a eu la guerre en 1989, je crois, au niveau de Sierra Leone. La CEDEAO n'avait pas ça dans cette prérogative, mais elle s'est trouvée obligée de se dresser vers les chefs d'état-major militaires des États membres pour dire comment faire pour maintenir cette crise-là. Et ce qu'on espère, ce que l'opposition espère de la CEDEAO aujourd'hui, le Bénin n'a même pas enclenché ce processus-là. Et donc, il faut qu'on s'éloigne carrément de ce qu'on aurait voulu. Que la CEDEAO, telle une cour de justice, devrait prendre son marteau ou je ne sais pas quoi pour taper et dire stop, reprenez ou ceci. La CEDEAO a respecté les tests au risque de se trouver heurté à ce Bénin qui, 15 ans plus tard, juste après la création, a étonné le monde entier par l'historique conférence de la force vive de la nation. Très bien. Comme vous parlez de tests déjà, et Dr Joseph Aguiar-Daro, Jacques Aguiar-Daro a rappelé, vous savez, la CEDEAO, dans ses recommandations, avant ses recommandations, a rappelé la forte adhésion de la majorité de la classe politique béninoise à ces instruments que nous avons expérimentés lors des dernières législatives et a fait remarquer tout de même que, voilà, il y avait, et a utilisé même ce terme, un boycott de certains candidats aux législatives. Vous savez, on ne va pas refaire les mêmes débats sur ce plateau parce que les temps ont évolué. Ce débat, nous l'avons fait de long en large. Et tout le monde est convaincu qu'à un moment donné, même si les tests en leur fond étaient querellés par l'opposition, à un moment donné, l'opposition a tout fait pour se conformer à la charte des partis politiques. Tous les partis de l'opposition ont fait les formalités qu'il faut pour être reconnus suivant cette charte qui a été votée. Le problème qui s'est posé, tout le monde le savait, c'est l'invention de toutes pièces, et je l'ai dit sur ce plateau, du certificat de conformité qui a été introduit dans le processus en cours de processus à 6 mois, après 6 mois, à moins de 6 mois avant les élections. Et ce certificat inventé, je l'ai dit sur ce plateau, par la Cour constitutionnelle, est le point central qui a créé tous les problèmes. Moi, je voudrais parler de ce point. Si on me disait oui, qu'il y avait un parti politique de l'opposition qui n'a pas voulu se conformer à la charte, je parlerai d'autre chose. Mais actuellement, nous savons tous que tous les partis politiques de l'opposition ont rempli les formalités pour se conformer à la charte. Et on a fait tout pour les exclure. En ce qui concerne le FCBE. Et que comprendre par exemple du boycott, le mot que la CEDEAO a utilisé, puisque la CEDEAO a rappelé un peu, le contexte a rappelé un certain nombre de situations et a parlé de boycott de certains candidats aux législatives. Vous savez, la commission de la CEDEAO était au Bénin avant les élections. Nous l'avons rencontré, on a discuté avec la commission. Et la commission de la CEDEAO est constituée de personnalités que nous connaissons. L'opposition béninoise n'était pas au sommet. L'opposition béninoise n'était pas au sommet. C'est-à-dire que l'opposition béninoise n'avait pas eu droit à dire ça, pas de vérité. Mais ce qui est connu aujourd'hui, tout le monde connaît qu'on a tout fait par l'invention du certificat de conformité
pour empêcher le président d'aller aux élections. Si des gens emploient des terminologies pour dire qu'on a boycotté, je sais que vous le savez, tous les Béninois savent qu'aucun parti de l'opposition n'a boycotté les élections passées. On a exclu les partis de l'opposition parce que le régime avait conscience de fait. Est-ce que... On a exclu. Nous, FCBE, et tout à l'heure quand Boga parlait, il a dit que les FCBE ne pas présenter de liste. Comment présenter-nous une liste si le dernier jour, on était à la Cour suprême et jusqu'à 20h, 21h, la Cour suprême n'avait pas délibéré. Et pour délibérer vers 21h, 21h30, on nous dit que la Cour suprême est incompétente pour connaître le dossier. Alors, nous n'avons pas la pièce centrale inventée par la Cour constitutionnelle pour présenter des candidats. À quoi ça veut le présenter? Et la preuve, USL a présenté les candidats. Et le dossier de l'USL a été rejeté pour non-conformité, pour absence de certificat de conformité. Alors, nous avons jugé utile de ne pas perdre notre temps une fois encore dans une course qui se serait inutile. Parce que on a fait tout. Je dis, on était à la Cour suprême jusqu'à 21h, le dernier jour. Si on n'était pas à la Cour suprême, si en cours de chemin, on avait désarmé, vous direz qu'on n'a pas voulu partir aux élections. Très bien. Vous permettez... Parce qu'il ne faut pas parce que vous avez toute cette subtilité d'avoir deux mouvances en face des opposants. Il faut que j'ai le temps pour pouvoir répondre. On a tout fait. Non seulement nous avons tout fait, mais il faut dire qu'à ce jour, le dossier du parti FCBE, depuis le dernier jour, le 21, où la clôture de la liste, où nous avons emporté toutes les corrections demandées par le ministère de l'Intérieur, à ce jour, on y reviendra. Je vous le promets. Il n'a pas répondu. On y reviendra. Et que la CEDEAO, vous permettez, la CEDEAO n'a pas la chance. Non, je ne vais pas permettre parce qu'ils sont deux à avoir la parole. Vous permettez, je vais relancer Jacques Aguiar-Daro. Je vous reviens bien évidemment. Jacques Aguiar-Daro, on voudrait quand même bien comprendre. Est-ce que la commission de la CEDEAO ignore un certain nombre de choses parce que c'est bien dit, c'est bien inscrit. Le boycott de certains candidats, vous avez une compréhension de la chose? Non, moi je pense que elle ne peut pas. Tout à l'heure je disais que la CEDEAO aussi a la recherche de crédibilité, donc elle ne peut pas se permettre de jouer sur des termes. Donc je crois encore une fois, je voudrais bien, en tout cas je le dirais en deuxième temps. En premier temps, j'ai dit quelque part que les institutions, lorsque nous les vidons de leur touche sacrée, lorsque nous les vidons un petit peu de leur puissance, de leur reconnaissance qu'il faut, c'est que plus tard c'est compliqué pour nous de faire recours à ces institutions pour régler nos problèmes. Je ne souhaite pas que sur ce plateau qu'on fasse un procès de la CEDEAO jusqu'à ce qu'en quittant ici, on se demande si on peut encore espérer quelque chose de la CEDEAO. Ça va être très dangereux. Nous l'avons fait avec nos dignitaires, nous l'avons fait avec nos forces sociales, nous l'avions fait avec des acteurs symboliques. On est même allé à utiliser nos divinités pour des choses pour lesquelles nos divinités ne devraient pas être convoquées pour ça. Et nous l'avions fait avec nos institutions. Aujourd'hui, on banalise facilement l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, la présidence de la République, tout et tout. Si jamais nous allons à une autre étape et que aussi nous banalisons rapidement la CEDEAO, peut-être que la prochaine fois nous allons banaliser l'Union africaine et peut-être nous allons dire qu'il reste l'ONU pour venir régler nos problèmes. Nous allons banaliser. Donc, il faut quand même travailler à donner un peu de la force. Donc c'est pour dire que la CEDEAO n'a pas intérêt, n'est-ce pas, à jouer à une carte de perte de crédibilité. Maintenant, on peut commenter. On peut ne pas être d'accord avec l'expression boycott. Mais il ne faut pas oublier qu'ils étaient là avant les élections et qu'ils ont reçu aussi des messages. C'est des chefs d'État qui ont aussi été consultés par des opposants, qui ont été consultés par les gens, par les pouvoirs qui ont envoyé une délégation, fait des médiations et tout et tout. Donc, je ne veux pas croire qu'ils ont utilisé une expression de façon accidentelle. Par contre, on peut avoir un problème de qu'est-ce qui justifie le boycott. Et là-dessus, on peut faire un débat, on peut dire, bon voilà, on peut boycotter parce qu'on n'est pas d'accord. On peut boycotter parce qu'on ne se sent pas dans le jeu, parce qu'on ne voit pas l'intérêt, parce qu'on ne voit pas les chances de succès. On peut interpréter le pourquoi du boycott. Mais il y a le principe du boycott. Parce que, vous savez, je peux boycotter un événement
parce que je suis sûr d'échouer. Je peux boycotter parce que ce n'est pas crédible. Je peux boycotter parce que on n'a pas créé tout l'environnement qu'il faut pour compétir sainement. Plusieurs choses. Mais ça reste et demeure un fait de boycott. Alors, maintenant, elle n'a pas incriminé ceux qui ont boycotté. Tout comme elle n'a pas incriminé un peu l'État, mais elle a juste, comme on le dit dans une analyse un peu classique, elle a présenté les faits. On parle de l'analyse à la limite, on n'est pas allé dans les interprétations, donc elle a présenté les faits. Donc c'est là que le mot boycott est apparu. Et après, elle a tiré les conclusions pour la suite. Alors, moi, je ne crois pas que sur cette table, on a la chance d'être tous des jeunes ici, je ne crois pas que sur cette table-là, qu'après avoir écouté la CEDEAO, que nous parlons du Bénin comme un patient qui n'est pas encore malade. Il faut reconnaître que on est dans un environnement, dans un climat qui ne nous ressemble pas. On ne peut pas dire le contraire, ça ne nous ressemble pas. Et maintenant, on est allé peut-être sur... on a fait une consultation médicale, il fallait avoir un système partisan, il fallait avoir un nouveau code, on nous a prescrit, on a mis le produit, on est aujourd'hui face aux effets secondaires du produit, comme ça peut avoir, tout produit peut avoir des effets secondaires. Aujourd'hui, nous voulons ensemble régler les effets secondaire de ce produit-là. Je ne souhaite pas qu'on revienne encore derrière comme s'il n'y avait pas de problème. Parce que, pour finir, aucun d'entre nous ici ne trouvera du plaisir dans une situation qui est en train de s'enfoncer. Et lorsque les gens nous disent, vous pouvez, on va vous accompagner, il ne faut pas qu'on leur fasse croire que nous ne pouvons pas et vous aussi vous ne pouvez pas. Très bien. Voilà, je parlais d'une certaine espérance parce que un certain nombre d'acteurs politiques espéraient tout de même en fait, une certaine résolution de la part de la CEDEAO. Comment, maintenant, quelle portée pourrait avoir ces recommandations, par exemple, sur les forces réclamant de l'opposition? Pourquoi vous parlez des fautes de l'opposition? C'est une question qui concerne le peuple béninois de manière générale. Là où nous sommes, qui sont là aussi. La crise n'est pas une crise de l'opposition, elle est une crise béninoise. Très bien. Et il faut que tous les Béninois puissent prendre acte de ce que la CEDEAO a dit et donner la réponse nécessaire et urgente. Là où nous sommes, comme le disait le docteur Aguiar Darou, personne n'a intérêt à décrédibiliser la CEDEAO. Si nous le faisons, c'est comme si nous sommes tous, excusez-moi le mot est fort, irresponsables. Parce qu'on a été incapable de régler une crise à l'intérieur et quand d'autres quittent l'extérieur pour venir à notre secours, nous devons prendre leur main. Et ce qu'il a dit tantôt, il dit en tant que parti politique FCBE, nous n'avons pas boycotté les élections. Si d'autres peuvent boycotter les élections, ça c'est un autre débat. Alors quand on vient à ce qui se passe aujourd'hui, du moment où nous avons échoué, nous avons été incapables de trouver des personnalités à l'intérieur, il n'y a pas de solution pour nous. Nous devons tous maintenant ouvrir les oreilles et écouter ce que la CEDEAO va nous dire. Mais la CEDEAO devra jouer le jeu le plus partisan, le plus impartial du moins, le plus impartial, pour qu'au moins on puisse réussir à faire asseoir autour de la même table les deux camps. Parce qu'aujourd'hui, on ne se parle plus pratiquement. Et ce n'est pas dans la culture béninoise. Même si on se querelle tout le temps, les acteurs politiques, il y a la population qui aime tout le temps le dire, vous les voyez en train de se quereller, mais tout à l'heure vous les voyez en train de boire. Aujourd'hui, on ne boit plus ensemble. Les acteurs politiques, il y a comme une barrière rigide qui est installée. Et du moment où il y a une barrière, il faut que quand même la CEDEAO nous amène au moins à d'abord nous asseoir autour d'une table pour commencer la discussion. Pourtant, ils nous font confiance parce que quand on suit quand même le docteur Jacques Aguiar Darou, ils nous font confiance, ils croient en nous. N'oublions pas les paramètres de l'histoire de 90, 89-90. Il y avait en ce moment des personnalités neutres qui avaient certaines carrures et qui avaient une certaine sagesse qui ont pu avoir, je dirais, le consensus autour d'eux. Le feu, Monseigneur de Souza, avait incarné. De l'autre côté, il y avait le cardinal Ganti qui influençait aussi. Et avec deux personnes. Aujourd'hui, entre 90 à ce jour, c'est comme si nous avons perdu toutes nos valeurs et nos symboles. Ceux qui devraient incarner cette posture ont été tous avilis de par l'histoire. Aujourd'hui, le clergé, qui devrait avoir ce rôle,
et qui tente de le jouer échoue parce que le clergé n'a plus cette étoffe qu'elle avait hier. La société civile, qui pouvait jouer ce rôle, juste après l'élection du parti Talon, on a constaté que la société civile a perdu, ou du moins certains ont montré leur vrai visage. Ce qu'ils avaient comme visage n'était que des masques. Les masques sont tombés. Et du moment que les masques sont tombés, on n'a plus confiance en cela. Aujourd'hui, même si on veut que la crise se règle à l'intérieur, on a besoin d'une main extérieure, à moins que notre personnalité charismatique naisse, mais je ne vois pas cette personnalité. Très bien. De leur fait, on ne voit pas cette personnalité qui pourrait jouer un rôle qu'avait joué peut-être Monseigneur Isidore de Souza. Je pense que Faton doit te remercier par rapport à ce qu'il a parlé 2 fois avant qu'on ne prenne la parole, parce que tout à l'heure il t'a incriminé. Je voudrais retirer peut-être le procès qu'il te faisait. Je voudrais faire comprendre à mon ami Faton que ce qui est... Est-ce que nous pouvons régler la crise à l'interne ce qui est intéressant, c'est la CEDEAO, comme le disait le docteur Aguiar-Daro, a tout dit de façon subtile. Ce n'est pas la CEDEAO qui viendra régler le problème au Bénin. Ce n'est pas la CEDEAO qui va écrire noir sur blanc. Bon, c'est terminé, les élections sont terminées, rangez-vous. Non, ce n'est pas la CEDEAO qui dira, bon, les gens sont déjà à l'Assemblée, continuons le chemin. Ce n'est pas la CEDEAO qui dira, reprenons les élections. Du tout pas. La CEDEAO nous a montré, il nous a encore une fois montré que tout ce qui se passe là est un jeu purement démocratique. J'insiste là-dessus. La CEDEAO nous a rappelé que c'est un signe fort de démocratie et que respecter cet élément ferait bien pour le Bénin. Mais ce qui se pose comme problème, s'il y a de malentendus, la charte, le code, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Dans un scénario un peu plus simple, souple tout à l'heure, le docteur a fait une petite démonstration en parlant peut-être des effets secondaires d'une démonstration que peut-être une instruction je dirais, d'un médicament dans notre corps peut avoir comme pathologie. Et c'est ce que nous devons essayer de régler. Ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, la question n'est pas CEDEAO. On peut passer 100 ans, on peut passer 50 ans, la question restera telle. Et aujourd'hui, quand les gens pensent qu'on ne peut pas régler le problème, je dirais non. Personne n'est plus béninois que quelqu'un dans ce Bénin-là. Dans ce 229, nous sommes tous des Béninois. Et ceux-là qui sont peut-être élus aujourd'hui, qui ont fait la course du début jusqu'à la fin, qui se retrouvent à l'Assemblée, si nous autres, il n'y a personne qui soit député ici, heureusement pour nous tous, il n'y a personne qui soit député à l'Assemblée ici. Mais nous sommes en train de parler du Bénin d'abord. Si nous cassons tout, si nous décidons tout, si nous disons qu'on n'est pas à l'Assemblée, à partir de ce moment-là, nous allons tout casser. Et on voit même le mal partout. Pour certaines personnes aujourd'hui, il n'y a même plus un patriarche au Bénin qui doit parler, on va écouter. Je ne suis pas d'accord. On peut ne pas accepter ce que la personne dit, mais on doit pouvoir reconnaître qu'il y a encore des personnes ressources au Bénin. Si un bon enfant veut écouter son père, ce n'est pas l'âge qu'il porte. C'est peut-être de savoir qu'il est son père et celui-là qui se repose quelque part. Lorsqu'on prend aujourd'hui, nous savons tout ce que les gens ont dit par rapport au ministère de l'Intérieur, par rapport au président de la Sénat, par rapport au président de la Cour constitutionnelle et le président de la République lui-même. Lorsqu'on végète dans un discours tout le temps non apaisant, je ne dirais pas feu, non apaisant, chaque fois, vous créez vos propres barrières. Le président de la République, dans sa dernière sortie, sa mère est restée tendue jusqu'à présent. Qui sont ceux-là? Que mon ami me dise s'ils ont demandé à rencontrer le chef de l'État en tant que force de l'opposition pour discuter des questions du pays et que le chef de l'État n'a pas répondu. Je vais décorer cette personne. Du tout pas. Mais le chef de l'État, toujours dans le souci de régler les problèmes, mais a répondu favorablement. Quand mon ami disait que les forces de l'opposition n'étaient pas représentées à la CEDEAO, mais qui sont ceux qui ont écrit premièrement à la CEDEAO pour que la CEDEAO prenne la situation à bras le corps et qu'ils envoient les experts de haut niveau et qui elles-mêmes fassent une descente au Bénin pour pouvoir rencontrer les acteurs. C'est toujours dans le sens de régler le problème. Je poserai autrement la question, Boga Koukouafi, si vous permettez. Roméo Aïssébé, ne sommes pas
matures pour régler nos propres problèmes? Est-ce que c'est la question qu'on se pose encore que quand on se réfère un peu à ce que la France a dit dernièrement à travers une autorité ministérielle, à travers également ses recommandations de la CEDEAO et la France encourage tout de même le dialogue inclusif au Bénin. Monsieur Roui, vous êtes non seulement professionnel dans ce que vous faites, mais laissez-moi vous dire que vous êtes spirituellement présent dans votre métier. Parce que en voulant tourner la question, vous êtes allé directement sur ce que je viens d'écrire sur votre plateau il y a quelques secondes. Nous avons tout de suite, tout honneur à monsieur le docteur, qui tout à l'heure a restauré l'image de la CEDEAO après l'intervention de notre frère de l'opposition. Pour dire, n'allons pas dans un sens où les gens facilement viennent ne plus saisir la valeur de cette institution. Mais quand vous quittez l'attaque que vous lancez, premièrement, à une institution régionale, et que vous venez dans votre propre pays et que vous détruisez en quelques mots toute la couche sociale et spirituelle, c'est dangereux. L'Église catholique n'a jamais fait une conférence ou déclaration pour dire qu'elle n'arrive pas à impacter dans le dialogue social. Les rois n'ont jamais fait une déclaration pour dire qu'ils n'arrivent pas à avoir d'impact sur les décisions du gouvernement. La preuve, les derniers jours, pour le cas de Tchaourou créé par les opposants, a été réglé dans un dialogue social. Et je voudrais vous dire... Donc pour vous, nous sommes matures pour régler les problèmes à l'interne. Non seulement, je ne le dirai pas directement, mais je m'en vais vous le répondre directement en fait. Vous voyez la décision de la CEDEAO, la recommandation de la CEDEAO. Patrice Talon a démarré ça un peu plus tôt. Tout ce qui a été recommandé a été mis en application par Patrice Talon dans son humilité. Un dialogue direct et franc avec l'opposition, et certains, s'estimant plus grands que la République, ont boycotté ces rencontres-là. Je ne retourne pas le couteau dans la plaie, mais je suis en train d'apprécier que la CEDEAO s'est retrouvée, en réalité, ne pas être en mesure de donner de leçons à un pays qui a déjà fait toutes les étapes légales pour le règlement d'un conflit. Ces étapes qui, par le passé, devraient effectivement connaître peut-être la présence d'un homme, soit-il influent ou entre griffes neutres. Mais n'oublions pas que ceux qui ont été sauvés, ceux qui ont joui en 90, je ne suis pas très âgé, je parle parce que ça m'a touché plus personnellement parce que j'ai été candidat dans cette situation dont nous parlons. Et donc j'ai suivi toutes les procédures que nos amis, certains amis de l'opposition n'ont pas voulu soumettre. Je viens là pour vous dire quoi. Dans ce pays, en 90, il a si bien encensé le révérend pasteur, le Monseigneur de Souza. Mais quand le président qui est issu de ce travail de Monseigneur de Souza est venu au pouvoir, quel traitement il a réservé au Monseigneur de Souza? Ce que nous avons des archives, vous êtes dans les médias, qu'est-ce qu'il a dit de Monseigneur de Souza? Celui qui a joui des fruits de cet homme respectueux. Comme quoi FCB était au pouvoir. L'Église était dans ce pays dans 10 ans. Nous étions tous ici. On va pas faire le non, il faut rappeler pour montrer que en réalité, rien n'est à terre. Alors, de toute façon, pour vous, nous sommes matures pour régler... matures, non seulement, je voudrais, pour ne pas perdre le fil, je serai court, ne vous inquiétez pas. C'est pour vous dire quoi. Si nous allons sur une chaîne de la place et vous pouvez faire les enquêtes, et je me rappelle avoir vu des chaînes, beaucoup, même ETélé, au DGI, donc aux impôts, parmi les pièces à fournir, il y avait le quitus fiscal. Le jour où moi j'ai été fortuitement retiré le mien, j'ai été interviewé par une chaîne de la place. Les archives sont là. Et à mes côtés, il y avait un représentant de RE, Restaurer l'Espoir, qui venait à l'instant de retirer son quitus fiscal. Il y avait un représentant de USL. Ce que je dis là, l'archive, je peux vous donner les références et le journaliste qui nous avait interviewé. Et j'ai encore la pièce audio, je peux la voir. Alors,
Et tous ont dit que quand on fait les procédures normales, sans débat, sans truc là, quand on vient, qu'on a son truc, chacun a montré aux journalistes. Quand bien même ils se sont présentés comme représentants du parti Restaurer l'Espoir, qui était de l'opposition farouche au parti Salon, à parti Salon, ISL, opposition farouche à parti Salon. Quand ils sont partis prendre la pièce pour laquelle les gens avaient dit on a inventé là. Quand ils se sont mis en conformité, ils ont reçu leur pièce. Je voudrais vous rappeler quelque chose. On parle de tests votés non appliqués ou bien non voulus respectés. Il y a eu un moment ici, un député, soit-il première ou deuxième personnalité de la RCBE, qui avait participé à voter un budget dans ce pays, je crois le premier, 2010 milliards, qui est allé sur les plateaux de télévision, moi je l'ai écouté, pour dire qu'on lui a demandé, mais vous êtes de l'opposition, vous êtes en train de critiquer le budget, et vous avez dit que vous avez voté. Vous nous amenez non, si on ne situe pas les responsabilités, c'est grave. Il a dit le jour-là, ce qu'il a dit, c'est ça qu'il veut dire. Il dit, j'ai voté pour mettre le gouvernement à l'épreuve, parce que je le mets au défi d'aller au bout de ce qu'il nous a proposé à l'Assemblée nationale. Alors, si c'est dans cet sens qu'ils ont voté pour les tests qui amènent quelqu'un aujourd'hui, non seulement le gouvernement a prouvé qu'il est allé au bout donc de l'exécution de ces tests. Et tout le monde a vu, la communauté internationale a vu, et nous retournons maintenant à ce que nous avions déjà, que l'opposition a boycotté le dialogue. Très bien. L'essentiel aujourd'hui, chers amis invités, l'essentiel aujourd'hui, c'est de trouver une solution à la situation politique au Bénin. Et la CEDEAO nous encourage à dialoguer. Et la main tendue du chef de l'État à travers le discours du 20 mai est toujours là. Les partis politiques, je vous poserai toujours la question, docteur Jacques Aguiadaho. Nous ne sommes pas matures à régler nos problèmes à l'interne alors qu'on nous fait confiance? Bon, est-ce que c'est une question de maturité? Je dirais plutôt que nous sommes dans une crise de maturité. Et quand on est dans une crise de maturité, on reconnaît qu'on est mature, mais la maturité elle-même peut entretenir une crise. Et les crises de maturité ont ça de spécifique que ça vous met devant des enjeux. Et face aux enjeux, on n'est pas forcément sur un terrain aussi catholique entre griffes. On est sur on parle d'espace politique, on parle de champ politique, mais on parle aussi du destin d'une nation, on parle du destin d'un peuple. Donc, si vous cherchez forcément à noyer les enjeux politiques dans les questions de destin d'une nation, vous pouvez chercher à reconnaître si les gens sont matures ou pas, parce que, comme on le dit, les questions politiques, les réponses politiques, les questions diplomatiques, les réponses diplomatiques, et les questions religieuses, les réponses religieuses. Donc, on est forcément dans une enveloppe politique. Et il faut qu'on règle ça avec les outils politiques, les instruments politiques, alors que c'est sur cet espace politique-là que c'est sur ce terrain que les réformes ont été construites. Donc, ça veut dire que on est... je ne sais pas si vous êtes jamais arrivé d'être entre une situation de puberté, d'apprécier ce qui est arrivé au début de votre puberté. Au début des pubertés, vous sentez qu'il y a un certain nombre d'élan, mais en fait, qu'on n'avait pas encore les moyens de maîtriser, mais que vous revendiquez et qu'on dit si on lui laisse ça entre ses mains, est-ce qu'il peut tenir? C'est ce que les parents disent souvent. Donc, du coup, en ces moments-là, on n'est jamais suffisamment fort pour avancer. On n'est jamais suffisamment fort pour avancer, quel que soit votre degré de maturité. C'est pour ça les sociétés sont construites comme les nôtres, sont construites sur des entités plus fortes que les individualités. Comme on le dit, la société c'est un tout, mais il y a quelque chose qui dépasse l'ensemble des individus. Donc, et c'est ça qui fait, qui est mature, qui est plus mature que nous, parce qu'on sait que à un moment donné de notre vie, nous serons à l'épreuve des crises de maturité et il faut que des éléments plus forts que nous viennent rentrer en scène pour nous accompagner. On ne peut jamais refuser aujourd'hui que sans les acteurs politiques, parce que c'est une crise qui est née dans l'arène politique. Donc, maintenant, il faut que l'arène politique comprenne qu'elle a besoin des autres espaces pour avancer dans ce cheminement. Et c'est quoi les autres espaces? C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'une altération sociale des espaces religieux est dangereuse parce que
on croit que le système politique est autosuffisant pour s'autoréguler. Non, ce n'est pas aussi fort que ça. C'est pourquoi il y a un espace juridique pour essayer de réguler un peu les autres espaces. Si l'espace juridique est décrédibilisé, est altéré, et n'est plus en mesure de faire, on compte sur ce qu'on appelle le culte du grand être. Chaque société a des grands êtres, a des grands hommes qui peuvent être invités à un moment donné. Si nous sommes parvenus aussi à altérer complètement, à noyer totalement ces grands êtres, tout, ça veut dire que nous avons créé les moyens de croire qu'on peut être suffisamment fort pour gérer les... Donc, ce n'est pas qu'on n'est pas mature, c'est que l'ordre des choses veut que dans une crise de maturité, il y ait des genres d'épreuves et qu'il y ait des autres outils. Donc, et quand il y a une certaine ouverture, par exemple l'ouverture du chef de l'État, la main tendue, quand vous suivez un peu le discours d'investiture du président de l'Assemblée nationale qui est aussi ouvert à un dialogue entre tous les acteurs politiques, quand un certain nombre de partis politiques semblent être favorables à cette main tendue du chef de l'État, ne devons-nous pas espérer à régler cette situation politique à l'interne plutôt qu'à une aide extérieure de leur façon? Vous savez, chaque acteur est dans son rôle. Le chef de l'État est dans son rôle. Mais son rôle devrait être particulier par rapport aux autres. Parce qu'il est le chef de l'État. Et que le chef de l'État incarne toute la nation. Mais c'est l'opposition qui a demandé au chef de l'État à le rencontrer au moment où la crise a commencé. Il a accordé une audience à l'opposition. Ce n'est pas le chef de l'État qui a invité l'opposition la première fois au palais. L'opposition a demandé à la chef de l'État pour discuter avec lui de certains points de discussion, d'achoppement, et il a accepté cette invitation. L'opposition s'est présentée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a senti que le chef n'a pas discuté avec l'opposition. Vous avez dit que nous n'allons pas aller en arrière. Parce que quand vous parlez, quand on me dit que nous voyons le mal partout et que c'est nous qui créons la crise, nous n'avons qu'une crise. Le chef de l'État l'a considéré comme une référence. On est allé, on a demandé à le voir, il nous a rencontré. Mais ceux qui sont allés, le discours du chef de l'État, tout le monde l'a suivi. Un discours au-dessus de tout le monde, qui est venu en donnant de leçons et qui a fait un coup magistral à ceux qui étaient là. Et ce pourquoi les gens étaient partis, les a renvoyés encore vers le ministère de l'Intérieur qui était... Et si nous revenons au discours du 20 mai, à la main qui était la crise. Alors, quand le chef de l'État dit qu'il tend la main, mais de quelle main parlons-nous? On a vu en 3 ans un chef de l'État qui n'a jamais respecté les engagements qu'il a pris avec l'opposition et qui a toujours dit quelque chose et a fait le contraire. Son discours est un discours beau, mais la réalité par rapport au discours est toujours le contraire. Est-ce que quand vous appelez pour un dialogue... Quand il y a une crise et qu'il tend la main, il aurait fallu qu'il pose les actes parce qu'il a la manette en main. Pourquoi a-t-il attendu, par exemple, qu'il y ait d'abord incident de Tchaourou parce que son discours a eu lieu avant Tchaourou? Et le discours d'avant Tchaourou devrait quand même déjà montrer qu'il y a une certaine disposition pour le chef d'État à détendre l'atmosphère. Mais c'est après ce discours que l'État Tchaourou est venu. Le discours est intervenu, mais il n'a jamais levé le blocus qu'il y avait autour du domicile de Boni Yahi, qui était parmi aussi les actes. Mais pourquoi voulez-vous qu'on parle si celui qui doit pour les actes ne pose aucun acte et nous invite? Vous demandez qu'on vienne discuter. Quand on parle de, vous demandez qu'on vienne discuter. Dialogue, oui. On va discuter. Mais vous avez un couteau, un fusil en main. Et vous voulez que je vienne faire vous? Et vous tirez toujours le fusil. Cette illustration, on va pas utiliser. Vous voulez qu'on vienne discuter? Vous permettez, on va pas utiliser cette illustration parce que le fusil, vous savez, ça fait peur. On va pas utiliser cette illustration. Mais il faut être quand même deux pour pouvoir dialoguer. Et si déjà il y a une main tendue et de l'autre côté il y a une réticence, j'ai bien envie de dire que est-ce que nous arriverons à pouvoir combler les attentes des commissaires de la CEDEAO? Je crois qu'on fait banalement le diagnostic des problèmes que nous souffrons au Bénin. Nous tous qui sommes ici, on connaît le problème. Nous savons quels médicaments administrer. On refuse simplement de prendre le médicament pour être guéri. Le diagnostic est fait, le constat est là. Nous faisons le diagnostic et nous admettons un certain nombre de choses à faire. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est la question qui se pose ou le péché mignon du chef de l'État, c'est d'être celui-là qui est rigoureux et respectueux envers les tests. L'Assemblée ne peut pas voter des tests et que le chef de l'État, devant la loi, le chef de l'État est un simple individu. Je considère que le chef de l'État est resté dans cette gamme-là
de respectueux envers les tests, c'est ça qui est son péché. Si aujourd'hui, on accuse le chef de l'État, tout ce qu'il a eu à faire de mauvais, c'est parce qu'il dit « je suis strict démocrate ». On ne peut pas escalader les prescriptions juridiques, sociales que nous-mêmes, nous sommes donnés pour évoluer. Toute la question se pose là. Est-ce qu'on a eu à enfreindre à la disposition ou des dispositions de la charte ou du code électoral? Je ne crois pas. Mon ami a parlé parce qu'on a fini les élections législatives. Je ne voudrais plus aller derrière. On a tellement discuté autour de cette question de ce que certificat de conformité, ainsi de suite, que je ne peux plus commencer par vous dire encore ce que c'est aujourd'hui. Vous savez bien ce que c'est. Donc, je ne peux plus commencer par encore vous dire aujourd'hui ce que c'est que récépissé. On a fait ce débat-là. Chacun sait ce que c'est. Et si on dit que ça a été introduit à un moment donné, la loi a été votée par exemple en octobre. En mars, il y avait élection. Bon, à quel moment on dit que c'est... Quand on a courage ce n'était pas le processus. revenir, Donc, voilà, je ne suis pas en train d'aller derrière. Non, 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 je n'ai pas en arrière. Aujourd'hui, on n'est pas... tout le monde veut régler le problème, sauf peut-être ceux-là qui ne veulent pas venir régler le problème. Parce que les gens trouvent que le chef de l'État a une âme à main. Du tout pas. Le chef de l'État n'a jamais fait l'armée. Le chef de l'État est un civil. Il est peut-être, entre-temps, homme d'affaires, mais aujourd'hui, il est le chef de l'État. Et mon ami d'en face l'a dit, en bon père de famille, il a, je dirais, le bâton magique et qui peut régler les problèmes. Donc, si on trouve qu'il y a problème aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, on avait voulu, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, on avait voulu créer des problèmes. Et comme l'a dit également mon ami à ma droite, on voulait voir si le chef de l'État peut respecter, peut aller jusqu'au bout. Parce que nous sommes dans un pays, je ne vais pas commencer par faire l'histoire de ce pays-là depuis 1960. En tant qu'historien, bien sûr, je ne vais pas commencer par faire ce débat-là. On connaît le Bénin, on sait que même quand ça marche et que les gens commencent par crier pour être bien pour le peuple, on dit d'accord, je laisse tomber. Donc, ce que nous tous, on a dit dans ce pays... N'y a-t-il pas... Non, parce que le problème, je suis un peu plus diplomatique dans mon discours politique. Parce qu'on n'est plus au moment, ce n'est plus le moment de dire il n'a pas raison, il a raison. Non, nous avons dépassé ça. Malgré que nous sommes de la majorité présidentielle, nous voulons quand même que ce visage d'un pays de paix, un pays démocratique, un pays révélé que nous sommes, que cette image reste une fois de bon mais toutes les têtes, comment faire aujourd'hui ce qu'il faut faire, c'est ça que je suis en train de dire, ce qu'il faut faire, c'est de savoir qu'on a fini les élections, si les gens ont des armes en main, qu'ils déposent ces armes-là, et de savoir que les regards sont tournés vers les élections peut-être de 2020, de 2021. On ne peut plus reprendre les élections, ce serait de pure utopie, parce que je le disais tout à l'heure, le peuple béninois n'est pas sous ordre. Nous avons convoqué le code électoral, le respect strict de la charte du code électoral a été suivi rigoureusement. Nous sommes allés aux élections, nous avons eu des Béninois, 83 Béninois qui sont à l'Assemblée. Je ne sais pas s'il faut compléter. Les gens sont allés jusqu'à dire qu'ils vont créer aussi leur assemblée. Avant de poursuivre, le ridicule ne tue pas, mais bon, à partir de ce moment-là, le ridicule rend ridicule. Avant de poursuivre, chers invités, je voudrais vous convier à suivre quand même quelques acteurs politiques que nous avons interrogés, toujours sur ces recommandations de la CEDEAO, parce que les impacts, ce sont ces impacts que nous voulons aujourd'hui. Dans un pays, nous avons des institutions, nous avons des organes qui s'occupent donc de la gestion des conflits, des difficultés entre des acteurs au sein d'un même pays, et qu'on ne peut pas dire qu'on n'aura pas de difficultés, mais lorsqu'il en existe, que des gens se sentent lésés, qu'il y a des voies par lesquelles on s'exprime et qu'on défende la protection de ces droits, c'est les voies légales, les voies pacifiques du dialogue. La grande décision, c'est ici, en notre sein, entre Béninois. Le chef de l'État, déjà au lendemain des élections, à sa première sortie, a eu à dire « Venez, nous allons nous réconcilier entre nous-mêmes. » Il n'y a pas péril en la demeure. La démocratie béninoise évolue très très bien. Si vous n'avez pas pu vous mettre en accord avec les tests pour aller aux élections, vous aurez le temps
de vous conformer au texte, il y a encore beaucoup d'élections. La portée, c'est que les acteurs puissent se saisir de ces communiqués, savoir que c'est ça la voie tracée. Tous ceux qui sont en train de piailler, de crier, qui appellent à l'international, qui, mieux que la CEDEAO, représente cet international. Et voilà la voie tracée par la CEDEAO. Il faut que tous ces acteurs-là puissent entendre raison et savoir que nous devons ensemble nous inscrire dans la ligne tracée par le communiqué de la CEDEAO. Et dans cette ligne, ensemble, nous retrouverons la paix, le chemin de la paix, le dialogue, dans la concorde, pour aller revisiter les textes et pouvoir nous entendre sur un minimum de consensus. Je pense que c'est cette leçon que le communiqué de la CEDEAO est en train donc de servir à tous les acteurs politiques béninois. N'y a-t-il pas de garantie véritablement pour que nous puissions aller à un dialogue inclusif quand on parle aussi de la relecture des tests comme le code électoral, l'achat des partis politiques, la main tendue du chef de l'État? Ne sont-ils pas des garanties pour démarrer les consultations, docteur Jacques Aguiadaro? Oui, je crois que nous sommes en train d'éprouver un peu notre, vous savez, notre cheminement démocratique. Et on va peut-être raconter ça 10 ans après à nos enfants pour dire que ça n'a pas été facile en son temps, voilà, mais on a pu s'en sortir. Donc je dis encore une fois que c'est difficile d'être contemporain, bon, mais après ça se raconte aussi avec, vous savez, ceux qui racontent 90 aujourd'hui, ils racontent ça avec beaucoup d'émotions, de nostalgie. C'est vrai que c'est parfois dommage que il y ait des victimes qui passent par là, et nous avions, dans le cas d'espèces, nous avons des victimes. C'est le moment peut-être de rendre hommage à tous ceux qui ont pris des risques, à tous ces Béninois de Tchao, de Savet, et nos forces de l'ordre qui ont pris par là, de Cotonou, et des chocs assis par-ci par-là. Mais je crois que on peut s'arrêter là maintenant pour dire que, bon, voilà, on rentre, on tourne vraiment la page. Si on voulait savoir si on est capable, on a vu. Si on voulait savoir si c'est difficile aussi, on a tous les éléments. Maintenant, ça veut dire quoi? Que ce qui est arrivé dans les autres pays peut aussi arriver chez nous. Il ne faut pas croire au contraire, parce qu'on a vu, parce qu'on a fait. Mais si on est parvenu à sortir de ça, et qu'il y a une délégation de Tchao qui vient à Cotonou, de ça, ça veut dire que nos peuples montrent leur bonne foi. Ça, c'est important. 2. Si aujourd'hui, on sent que cette jeunesse, au début, on a vu au début, la jeunesse était prête à aller jusque loin parce qu'elle défendait selon ses positions. Aujourd'hui, on a vu cette jeunesse à reculer. Comme le disait tout à l'heure le collègue, qu'il y a un silence, il y a un calme en latent. Ça veut dire que chacun a reculé et maintenant on a devant nous les acteurs politiques qu'ils fassent le geste qu'il faut. Donc je crois que c'est compliqué. On a vu nos écureuils qui ont fait le bon spectacle, qui ont fait le bon match. C'est-à-dire que tout est fait maintenant. On dit, bon, maintenant chacun a joué sa partition, acteur politique. Démontrez-nous maintenant quel est le pas que vous voulez faire. Et je crois qu'à partir de demain, on doit commencer par sentir un peu aussi un mouvement dans ce sens-là. C'est pourquoi, moi, je crois encore une fois que, au-delà de la main tendue du chef de l'État, mais il faut voir plutôt la main tendue de toute la nation, de tout le peuple. Et je crois que tant que nous allons continuer à faire le débat entre les acteurs politiques, entre eux, on n'aura pas le dialogue. Aujourd'hui, on a besoin d'une médiation. Mais la première médiation, c'est celle du peuple invisible. C'est celle du peuple qu'on ne voit pas, mais qui est si forte. Si jamais ce peuple se désolidarise, c'est que c'est fini. Aujourd'hui, nous avons cette dernière carte-là, et il ne faut pas voir devant soi le chef de l'État, il faut voir cette jeunesse. Il faut voir les sangs, le sang qui a coulé. Il faut voir un peu tout ce qui a été dit à l'international. Et il faut se dire que s'il y a un silence aujourd'hui, c'est un silence qu'il faut utiliser de façon
très optimale. Et je crois que la meilleure manière de l'utiliser, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur le plateau de télévision. Des journalistes, vous invitez les jeunes à venir passer leur message. Et je crois que si nous avons un message à passer ici, c'est de dire tout simplement que demain, nous voulons voir nos parents, nos acteurs politiques s'asseoir et discuter. Nous voulons voir maintenant, après, ça va rester de la matière pour les universitaires. Les changements sociaux, il faut les préparer, il faut les analyser. Les transformations politiques, je crois que le jour où on aura derrière chaque parti politique des laboratoires intellectuels, tout et tout, ils vont construire un peu le cheminement de notre histoire pour qu'autour d'une loi, qu'on ne se retrouve pas dans des situations comme ça, on va tirer les leçons de ça et on va raconter ça. Moi, je pense encore une fois que tous ceux qui sont allés au fond sont revenus et on a laissé maintenant. Vous savez, quand vous dansez, on joue, et que vous vous rendez compte que vous êtes seul. Et que ceux qui jouaient, tout le monde, il faut savoir qu'il y a un message qu'on est en train de vous dire. Attention, on dit que votre manière de danser là, on ne se retrouve plus dedans. Il faut vite reprendre les pas de danse. Les acteurs politiques, quel sacrifice a consenti aujourd'hui pour que nous puissions sortir de cette situation de l'OFAT? Quel sacrifice? Nous devons nous asseoir autour d'une table pour discuter. Et la main est tendue. Il n'y a pas encore de main tendue. Il y a de la ruse. Vous avez reconnu que la main est tendue. Non, ce que le chef d'État a dit la dernière fois dans son discours, ce n'est pas une main tendue. Et quelle illustration vous voulez? Parce que vous savez, quand je vois mes vis-à-vis, je me dis qu'il y a une psychologie de la mouvance qui n'est pas prête à se concrétiser la situation. Ils sont dans une posture de culpabiliser. Ils voient que l'opposition est coupable de tout ce que nous vivons. Ils voient que l'opposition ne voit rien de bon et que nous sommes dans une posture de déstabilisation. Et ils voient aussi que le chef de l'État est le bon Dieu, l'homme qui est sincère dans tout ce qu'il fait, qu'il faut prendre au premier degré quand il parle chaque fois. Mais on l'a pris au premier degré, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Il faut maintenant commencer par décrypter son discours. À part la Aujourd'hui, il y a deux choses qui sont essentielles. La première chose, elle concerne essentiellement le Bénin. Quand je dis le Bénin, je parle de ce label démocratique que nous avons. Si l'opposition a commencé par s'opposer de manière radicale au pouvoir en place, c'est parce que le pouvoir en place, depuis 2016, a commencé par éroder progressivement les acquis démocratiques. Vous avez dit deux solutions. Le combat, oui, il y a deux choses. C'est la première chose. Il faut qu'on fasse tout pour qu'on puisse restaurer cette label démocratique et qu'on fasse tout pour que le Parlement que nous avons au Bénin, la constitution béninoise est assez claire. On a dit que nous sommes dans un système de multipartisme intégral. Et quand on l'a dit, il faut comprendre toutes les implications. On n'a jamais dit qu'on est dans un système de monolithisme politique. On ne l'a pas dit. Et quand on l'a dit, on ne peut pas avoir un Parlement monolithique. On ne peut pas avoir un Parlement monopartisan. Non, on ne peut pas l'avoir. Non, on ne peut pas. C'est pas faire de préparation. C'est l'esprit de la démocratie. De la façon. Je voudrais vous faire cette question. D'accord, je voudrais vous faire cette question parce que nous parlons de solutions. Et je suis parce que qu'il n'y a pas de sacrifice. Je dis, si on doit faire quelque chose, il faut que la première chose à faire, c'est qu'on s'asseye. Et quand on s'assoit, on discute de tous les points de crise. Mais apparemment, vous n'êtes pas prêt à vous asseoir maintenant. Nous avons été clairs. Le chef de l'État n'est pas, au regard de ce qui s'est passé en 2016, à la veille des élections et après les élections, il n'est pas la personne vous croyez en la il n'est pas la personne indiquée à conduire ces dialogues. Parce que toutes les fois qu'il a pris l'initiative de conduire des dialogues, on sait là où ça a fini. Donc, vous voulez toujours une aide extérieure. Actuellement, tout ce qu'il pouvait faire, parce que avant la CEDEAO, les anciens chefs de l'État ont parlé. Le clergé a parlé. Vous savez que les anciens chefs d'État sont actifs politiquement, donc on ne va pas... Tous les responsables spirituels et religieux ont parlé. On n'a écouté personne. Plusieurs voix extérieures sont venues. Les intellectuels, les gens sont venus parler. À un moment donné, on n'écoutait plus personne. Et aujourd'hui, nous avons un seul recours, la CEDEAO. Si la CEDEAO... La CEDEAO encourage la même... Comme la CEDEAO a dit, non seulement encourage, mais elle a dit qu'elle se porte garant pour conduire les médiations. Si la CEDEAO enclenche le processus, comme par le passé, l'opposition a répondu à la CEDEAO, nous répondrons. Mais dans ce cadre, il faudra qu'on soit prêt, dans les deux camps, à débattre de tous les points de crise. Parce qu'on ne peut pas nous dire qu'il faut faire un dialogue et préalablement nous exclure des points. Parce qu'aujourd'hui, ceux de la mouvance, ils nous disent de prendre fait et cause de prendre pour acquis
le Parlement monolithique privé qu'ils ont installé. C'est votre avis, parce qu'il y a il y a deux partis à l'Assemblée nationale. Roméo Aïsségbé, dites-nous concrètement, puisque de l'autre côté, il y a de la réticence à aller au dialogue voulu par le chef de l'État aujourd'hui. Est-ce que les recommandations de la CEDEAO pourraient véritablement avoir d'impact? Parce que, voilà. Je pense que sociologiquement, même dans notre coutume, dans nos mœurs au Bénin, quand vous vous disputez dans votre maison et qu'une voix s'élève de la cour d'à côté pour dire « comprenez-vous », ça suffit. Hein? Même parmi ceux qui se disputent, on dit « vous voyez, vous êtes en train jusqu'à ce qu'un étranger, et rapidement on se ressaisit. » Je crois que le problème là, ce n'est pas parce que je suis de la mouvance présidentielle que je le dis. Le problème vient du fait que dans ce dialogue dont on parle, il y a un camp qui dit l'autre n'est plus crédible pour que je parle avec lui. Alors que le dialogue, quand quelqu'un se sent offensé et que peut-être que c'est lui qui a raison, et regardez si lui est le premier à demander à son vis-à-vis qui l'a offensé. Viens, asseyons-nous et discutons. Regardez l'impact que ça a. Maintenant, regardons même dans le sens où celui qui a offensé, tout puissant qu'il aurait offensé ou pas, que lui-même, malgré toute sa colère, dit « S'il te plaît, viens, on va discuter. Ce que tu m'as fait très mal. Assieds-toi et écoute-moi. » S'il sort de là, le dernier, vous allez voir qu'il va dire « Ce qui m'a soulagé, c'est que malgré tout ce qu'il a comme privilège, il a accordé le temps que je lui explique ce qui m'a fait mal. Et on s'est compris. » Je crois que là où on est, il ne faut plus prêter l'intention à l'autre d'être ou de ne pas être honnête. Ce que nous appelons intervention externe ne viendra que sur ce qu'elle a entendu. C'est comme la définition de la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et donc, aujourd'hui, ce que ceux qui sont à l'extérieur entendent, c'est qu'il y a une partie qui dit « Venez, nous allons discuter ». Et il y a une partie qui dit « Je ne viens pas ». Si l'autre vient, qu'est-ce qu'il va faire? Il ira chez celui qui est prédisposé au dialogue pour dire « Mais comment on va faire pour ramener l'autre » L'autre peut encore dire « Comme tu es allé chez lui d'abord avant de venir chez moi, lui, je ne viens pas, vous vous êtes entendus. » Et ça complique les choses. Et le temps joue quand même contre le Bénin. Je pense que j'ai commencé par faire déjà des propositions idoines. À aucun moment, je n'ai incriminé personne. Je l'ai rappelé dans mon discours que le moment n'est plus à dire que celui-ci a tort, celui-ci n'a pas tort. Au même moment, je voudrais qu'on évite de jouer à la politique de la chaise vide. On n'est plus à cette étape de jouer à une politique de la chaise vide parce que ça ne nous arrangerait en rien. Je me pose la question de savoir, je ne pose pas la question à quelqu'un, je me pose la question de savoir si, par exemple, au sorti, les conclusions qui seraient issues, par exemple, ou qui sont issues des assises de la CEDEAO stipulaient clairement que, bon, avoir le vote majoritaire à l'Assemblée de la charte du Code électoral, avoir l'appel du corps électoral, avoir l'élection qui a eu lieu avec des observateurs, avoir les listes qui sont sorties gagnantes, avoir l'installation de l'Assemblée, que ce problème-là est réglé et que ceux qui se disent exclus de la situation prennent patience. C'est ça que les gens vont comprendre, c'est ça, résolution. La CEDEAO a fait des recommandations et je pense que les uns et les autres ont rappelé le système diplomatique, le rappel un peu plus habile que la CEDEAO a eu à tenir en matière de tentative de résolution de la crise qui nous secoue ou que nous avons voulu étendre au Bénin. On nous a dit de façon progressive, il y a eu des propositions. On ne va pas directement voir la dernière proposition de ce que, quand vous allez échouer, on va envoyer les hauts experts. Les hauts experts ne viendront pas écrire pour dire, bon, pour le Bénin, c'est temps, du tout pas. Même quand ils vont venir ici, on reprend encore avec le premier élément, la première recommandation qui stipule clairement « Entendez-vous ». Et bon, je pense aujourd'hui qu'avec tout ce qui s'est passé là, où personne n'est arrivé à outrepasser les tests,
on doit pouvoir rester dans cette logique-là de ce que les élections sont terminées. Ce sont les Béninois qui sont à l'Assemblée. Et je voudrais rappeler que aucun parti politique, aucune force, que ce soit de l'opposition, de la mouvance, à l'assise ou à la rencontre que le chef de l'État avait eue préalablement avec toutes les formations politiques à Azalaï, que personne n'avait refusé le système partisan. Qu'on nous dise aujourd'hui peut-être que la Constitution parle de système démocratique intégral, je suis d'accord, mais le système partisan n'a pas dit uniparti, où on n'est pas dans un parti présidentiel, du tout pas. Nous avons plusieurs partis politiques au Bénin, nous sommes allés jusqu'à 10 partis politiques. Donc ce n'est pas peut-être une première élection que peut-être on n'a pas eu la chance, ou on n'était pas prêt pour participer. Le tout ne suffit pas d'être en terminale ou en troisième pour aller au bac. Non, du tout pas. Lorsque vous êtes candidat, pour être candidat au bac, ou vous êtes en terminale, pour être candidat au bac, il faut que vous ayez déposé vos dossiers réglementairement à l'office du bac et que vous recevez une convocation pour vous présenter au centre de l'examen. Ce n'est pas parce que je passe de la première en terminale, du coup, j'attends le jour de l'examen pour me pointer dans un centre d'examen. Du tout pas. Donc, on n'est pas en train d'exclure quelqu'un ou on a exclu quelqu'un. Le vrai problème aujourd'hui, comme mon ami le disait tout à l'heure, c'est de pouvoir faire confiance au chef de l'État. Ou bien, les gens se positionnent encore aujourd'hui pour dire qu'ils ne reconnaissent pas l'élection du chef de l'État en 2016. La personne est garant des tests. Il est le premier Béninois, la première personnalité. Qu'aujourd'hui, on refuse de discuter avec lui, ça, se dit peut-être que, bon, moi, je ne le reconnais pas en tant que président de la République. Donc, quand on reconnaît le chef de l'État en tant que président de la République, on doit pouvoir le faire confiance. Parce que ce sont seulement ceux qui ne savent pas, qui n'échouent pas. On peut dire peut-être aujourd'hui qu'on jette tout sur le chef de l'État, mais je pense que son péché, je le rappelle, c'est être aujourd'hui strict par rapport aux tests. Appliquons les tests. On connaît le Bénin. Le Bénin, c'est un empire des contrats sociaux. Mais on a fini avec ça. Très bien. Le chef de l'État a fini avec ça. Docteur Jacques Aguiar-Daro, apparemment, les acteurs politiques nous compliquent la tâche. Non, je pense pas. Je ne pense pas qu'ils nous compliquent la tâche. Je pense que peut-être c'est dans les terminologies. Comme on le dit, en crise, il y a des communiqués, ce qu'on appelle une communication de crise. Mais le temps joue contre il y a une communication de crise. Non, je crois que si vous sortez demain, vous allez voir, les gens vont marcher, les gens vont à l'église, les gens vont au boulot, tout et tout. Il n'y a que dans l'arène politique que ça bouillonne. Donc, alors que juste après les élections, ce n'était pas ça. Il y avait des gens qui n'osaient même plus sortir, il y en a qui ne voyageaient même plus, il y en a qui ne prenaient même plus les vols, tout et tout. Mais aujourd'hui, la vie reprend progressivement. Il y avait beaucoup d'appels à manifestation. Aujourd'hui, l'opposition n'est plus forcément en train de faire des appels à manifestation. Ça veut dire que quelque chose est en train de reprendre. Il ne faut pas croire que ça va venir spontanément tout et tout. Non, vraiment progressivement. Avant, on voyait aussi les politiciens, des mouvanciers qui sortaient brutalement, qui disaient, qui répondaient tac tac. Aujourd'hui, vous avez vu aussi que les discours sont en train de changer. Et je crois que chacun de nous sommes en train de comprendre que c'était une période un peu chaude, un peu difficile. Nous allons changer un peu le registre. Parce que vous voyez un peu, si on utilise un registre CEDEAO pour régler un problème béninois, ce n'est jamais les mêmes paramètres. Vous avez vu, c'était un signal fort quand, du retour de Abuja, le président de la République avait rencontré les sages, les rois, les cadres. Moi, j'étais content de savoir qu'au sortir de cette décision-là, on a fait un pas. Mais imaginez-vous si c'était que sans avoir rencontré ces acteurs-là, on a fait le pas. Ça veut dire que nous n'avons plus les armes pour régler nos problèmes. Et lorsque vous êtes convaincu que vous n'avez plus les armes pour régler votre problème, c'est que vous êtes satellisé. Et ce qu'on appelle être satellisé, c'est qu'il y a quelqu'un qui bouge la télécommande de ce côté, il bouge de ce côté, il bouge du côté. En ce moment, vous n'êtes plus, vous ne vous maîtrisez plus. Et c'est difficile de revenir sur vos pas après. Donc, c'est déjà, il faut s'efforcer toujours à dire que on va utiliser jusqu'au bout les armes. Ça, c'est un premier. Deuxième élément, en situation de crise, on ne met pas le discours sur les individus, mais sur les faits. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une loi qui a été votée, ça n'a pas donné les résultats, tout et tout. Mais on ne dit pas que telle personne, on ne dit pas que tel n'est pas venu aux élections, tout et tout, parce qu'il ne veut pas voter, parce qu'il ne veut pas aller aux élections. Non, mais on a constaté que certains n'étaient pas aux
aux élections. Il faut qu'on commence par détacher un petit peu le discours sur les individus et qu'on fasse le discours sur les personnes. Ils sentiront qu'ils sont moins provoqués dans leur conscience et qu'il y a possibilité de discuter. Après aussi, ne créons pas une certaine hyper présidentialité du chef de l'État. Parce que quand on le fait ainsi aussi, c'est à croire que on veut qu'il soit au-delà des tests, au-delà de la puissance publique, au-delà tout et tout. Mais si vous le faites, après, ça va laisser des traces. Donc moi je crois qu'il faut que le chef d'État lui-même se rende compte qu'en fait il y a un peu plus fort que nous tous. Au lieu qu'on lui demande d'être plus fort que le peuple. Donc à force de dire que c'est ça bonne foi on veut avant d'aller à la table de négociation, c'est à croire que si lui-même là, il n'est pas dans tel format, ça ne peut pas marcher. Non, il peut lui-même retrouver dans un schéma où il ne voulait pas, mais que c'est ça qui va faire avancer le peuple. Ouais. Il avance là-dessus. Donc moi je crois qu'il faut qu'on évite que des individus et même c'est vrai c'est une institution, le chef de l'État, mais il ne faut pas sursacraliser, mais il ne faut pas aussi désacraliser totalement pour que les choses restent là où elles doivent être. Et enfin, vous savez, chez nous, on ne refuse pas l'appel, hein, c'est ce qu'il y a derrière l'appel qu'on refuse. Donc, il y a des repères, il y a des références sociales sur lesquelles il faut que nous surfons pour que nos jeunes continuent de croire que c'est ça. Quand on parle de là-bas, par là, ce n'est pas que tout le monde vient spontanément, hein. C'est parce qu'on ne peut pas manquer au rendez-vous de là-bas, par là. Quand on te dit que le roi dit de venir, c'est que tu viens d'abord et après, on va voir le reste. Donc, je crois que il est possible pour nous de croire qu'il y a une nation plus forte. Vous savez, c'est la culture. Vous savez, il y a certains pays qui ont une culture plus forte envers leur république qu'envers leur propre test. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de démontrer l'ego national pour montrer que la république est plus forte que tout le reste. Vous pouvez manquer l'étape de vos fiançailles et réussir au foyer. Donc, je crois qu'on a fait le premier test, ça n'a pas bien tourné, on tire les leçons, on a d'autres échéances à venir. Mais maintenant, il faut que, comme on le dit, on peut créer le paradis dans l'enfer dans lequel vous vous retrouvez. Ça veut dire qu'au Bénin, aujourd'hui, avec un parlement où il y a 2 partis, on peut penser à l'enfer, mais il est possible de créer un paradis dans cet enfer-là. Et c'est ça qui montre que nous sommes capables d'aller au-delà. Et quand peut-être qu'en plein paradis dans cet enfer-là, on se rendra compte que plus jamais on ne reviendra dans des scénarios. Si on ne le fait pas, bientôt les législatives, les communales vont venir et entrer dans un environnement qui n'est pas totalement réglé et on va superposer d'autres conflits qu'on n'a pas réglés et d'autres vont s'ajouter. On va faire le lit pour venir à un niveau où on ne peut plus. Moi, je crois qu'on peut faire un paradis dans l'enfer dans lequel nous nous retrouvons actuellement. S'il faut l'appeler enfer. On peut avoir un paradis. Demain pourrait être meilleur de leur façon. Je suis tellement heureux de la dernière partie du docteur quand il parlait. Il a dit que quand on ne règle pas les problèmes que nous avons aujourd'hui, on peut superposer les problèmes. Alors pour régler les problèmes que nous avons aujourd'hui, il faut qu'on débatte de cette élection qui a été organisée. On ne peut pas nous dire qu'on veut faire dialogue sans débattre, parce que toute la question est à ce point. On nous dit que si vous voulez discuter de la crise, ne parlons pas des législatives. Et ça, je dis, on ne peut pas le dire. C'est le discours qui est tenu. On dit à l'opposition... Qu'il a dit. Écoutez, le chef de l'État était clair. Il dit que le Parlement va voter des lois ou bien va te retoucher les lois. La relecture des lois. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il nous dit, prenez fait et cause de ce Parlement et on n'en parle pas, on parle d'autre chose. Je dis, puisque la nous devons parler de ce Parlement. Si on en tire, ce Parlement n'est pas inscrit à l'ordre du dialogue, il y a un problème qui se pose. Il faut qu'on soit clair. Et le vrai problème, c'est que nous parlons et nous oublions les 73% des Béninois qui ont boycotté cette élection. Les 73% des Béninois ne reconnaissent pas ce Parlement. Et on dit aux Béninois, les 27, soi-disant 27% disent, fermez les yeux, ne parlez pas de cette histoire, nous continuons, suivez-nous, et faites tout pour créer le paradis dans cet enfer qu'on a créé toute pièce. Je dis, cet enfer, on l'a créé, on ne va pas faire le paradis de cet enfer. Il faut qu'on débatte cet enfer avant de chercher à créer le paradis ensemble. Le paradis ne sera pas pour nous, ce sera pour tout le peuple béninois. On veut que nous, opposition, et les 73% des Béninois qui ont boycotté cette élection, créent le paradis. On veut le paradis pour tous. Nous ne sommes pas l'exclusion, l'inclusion. Lorsque vous créez la psychose, excusez-moi, lorsque vous créez la psychose avant et pendant les élections, et vous demandez que si quelqu'un sort de sa maison, vous allez le bastonner dans la rue, la population doit pouvoir sortir. Je suis content que Faton Delors
sortent des chiffres ronflants ici pour dire c'est ça le peuple veut. À l'Assemblée, cher ami, combien ont voté l'achat des partis politiques et combien ont voté le gouvernement? Vous me permettez. Est-ce que ça là, c'est inférieur à une situation où vous parlez de la majorité, cher ami? Vous permettez, je voudrais faire cette question à Delof Faton, puisqu'il a la parole, il a encore la parole. Delof Faton, quand la CEDEAO reconnaît par exemple la forte adhésion de la classe politique béninoise à ces instruments juridiques que nous avons expérimentés lors des dernières législatives, devrait-on revenir encore en arrière, par exemple, parce que tout le monde a adhéré, presque? Les parlementaires sont les... Et aujourd'hui, le chef de l'État voudrait la relecture, justement. Les parlementaires sont des représentants du peuple. Ils ont voté des lois. Et ces lois nous ont conduits dans une situation et le peuple a boycotté ces lois. On voudrait le peuple a boycotté ces lois. Le peuple qui a envoyé des députés au Parlement, au retour, pour répondre à l'appel, a refusé que ces lois votées soient applicables. Parce que ce peuple, vous savez majoritairement, il y a des situations qui ont fait que les populations ne sont pas sorties. Le peuple est souverain. Écoutez, ils avaient l'armée, ils avaient déployé tout. Ils avaient une communication à outrance. On va pas revenir ils ont derrière. Tout fait, ils ont tout fait. On va pas revenir derrière. Ils ont tout fait pour dire au peuple que les élections sont sécurisées. Et le comble dans cette affaire, on va pas revenir ceux qui sont sortis même pour voter, pourquoi ne nous ont-ils pas donné le taux d'abstention? Vous permettez. Pour qu'on sache ceux qui réellement n'ont pas voté. Les gens sont sortis. On voudrait pas revenir sur ce sombre aspect de cette situation socio-politique bien difficile. Malheureusement, la dernière question, c'est de savoir est-ce que, parce que à voir tout ce que j'entends sur ce plateau, j'ai bien l'impression que les recommandations, nous avons voulu de la CEDEAO que la CEDEAO nous parle, la CEDEAO recommande, mais apparemment nous ne sommes pas prêts pour ce que la CEDEAO dit. Pour finir, chacun va répondre très rapidement sur cet aspect. Delof Faton, on commence par vous. Parce que c'était une espérance. Si l'opposition a demandé à la CEDEAO de venir intervenir, et la CEDEAO a répondu plusieurs fois à l'appel, et aujourd'hui elle fait des recommandations, nous sommes les premières personnes à accepter ces recommandations et à en être heureux. Le plus important pour nous, c'est que tous les Béninois, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, retrouvent cette stabilité, cette paix, cette quiétude qu'on a. Vous avez vu, hier, les joueurs qui étaient sur le terrain, hier, il y avait les opposants et les mouvanciers dedans. Le peuple qui était derrière hier, le Haut national, il y avait les opposants et les mouvanciers. Ça veut dire que le jour où nous allons prendre conscience qu'on a besoin de tout le monde pour diriger ce pays, je pense que nous allons créer l'atmosphère qu'il faut. Aujourd'hui, il y a certains qui pensent que ce sont eux seuls qui sont utiles au Bénin. Il faut qu'ils prennent conscience que nous sommes tous utiles pour ce pays et qu'il faut qu'on s'asseye pour parler de tous les problèmes du Bénin. Nous sommes prêts, nous sommes disposés à aller et à suivre les recommandations de la CEDEAO si la CEDEAO est décidée réellement à nous aider. Très bien, merci. Pour finir. Oui, je pense qu'on ne va pas parler ici pour parler. On doit pouvoir se replacer dans un contexte de résolution d'une situation que nous avons volontiers créée dans ce pays-là. Je suis content peut-être de la chute de mon ami, mais sans oublier de rappeler que ce n'est pas la CEDEAO qui viendra convoquer une assise nationale ou une séance de médiation, que c'est le chef de l'État qui le fera avec les forces politiques, sociaux également, la société civile que vous ne reconnaissez pas. La CEDEAO ne parle d'ailleurs pas d'une assise nationale. Non, mais bon, nous on parle d'un dialogue. Lorsque ça prend en compte déjà un certain nombre de couches, on trouve ça un peu déjà national, parce que si aujourd'hui les gens parlent de camp, nul n'est indispensable. Nous sommes tous utiles. Personne n'est indispensable pour le Bénin et personne ne se croit super, plus intelligent pour le Bénin. Et quand on dit que tout le monde doit pouvoir rester autour d'une table et discuter du développement du pays, qu'on mette le pays d'abord, qu'on laisse un peu nos intérêts égoïstes, parce que je ne suis pas élu député, parce que je ne suis pas si. Nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, je rappelle, on a eu de députés dans les 77 communes presque, ou dans les 24 circonscriptions électorales, et qui viennent de familles différentes,
de régions différentes et de communes différentes. À partir de ce moment-là, je pense que si un député est un représentant du peuple, la question ne se pose plus. Si nous n'avons pas pu avoir gain de cause pour arriver à destination, on doit pouvoir se redonner envie d'aller plus loin. Parce que ce que nous ne savons pas, depuis, si nous restons dans le cas de respect strict, oui, dans la charte des partis politiques du code électoral, c'est que depuis le 17 mars 2019, aucun parti, ceux-là qui n'ont pas pu avoir le certificat de conformité n'existe plus. Donc, il doit pouvoir se reconstituer et avoir le récépissé. Et si, aujourd'hui, on n'a que ces partis-là qui sont allés vers la Sénat pour déposer les dossiers, qui ont rempli les conditions, les formalités vis-à-vis, qui sont en règle avec la nouvelle charte et le nouveau code, c'est seulement ces partis-là qui sont en règle. Quand on parle des élections législatives, lorsqu'on veut régler un problème, on n'a qu'à bien régler le problème pour ne pas en créer d'autres. Donc, aujourd'hui, si les gens parlent en étant inexistants, parce que les partis de l'opposition dont on parle aujourd'hui, qui ne sont pas enregistrés dans le temps, les 6 mois sont révolus et qui n'existent plus. Et le certificat de conformité, cette affaire est passée. C'est parce qu'il y avait les élections en vue. Ce que je demande aujourd'hui, on doit pouvoir régler le problème. Régler le problème n'est pas d'annuler les élections que, officiellement, les tests nous ont conduits à faire. Régler le problème, c'est de s'asseoir aujourd'hui pour dire, ah, aujourd'hui, on a 3 ou 4 partis de l'opposition qui n'ont pas pu aller aux élections. Nous avons encore une masse derrière nous que nous gérons. Le chef de l'État peut ouvrir même son gouvernement aux partis de l'opposition. C'est ça le pays. Merci beaucoup. Nous avons quelques minutes, simplement. Comme le disait tout à l'heure le docteur Aguiar-Darro, on peut s'asseoir, discuter. Le chef de l'État peut ne pas avoir à première vue une idée, mais à l'assise, sera obligé de répondre assis à ça. Très bien, merci beaucoup. Il faut qu'on soit sincère. Il faut qu'on soit sincère. Roméo Aïssegbe, merci. Merci beaucoup. Je pense que c'est l'amour de vouloir dire ce qui doit calmer, qui pousse mon frère Koupaki à insister. Mais je voudrais quand même inviter mon frère Faton à se rendre compte que s'il a en face de lui aujourd'hui des mouvanciers, c'est que lui, il est mouvancier d'hier. Quand on est dans un dialogue, dans une recherche de consensus, si vous rebondissez sur des points, attendez voir ce que l'autre réponde. Mais je n'irai pas dans ce sens. Mais je voudrais lui rappeler quelque chose. Quand on dit... Vous avez 30 secondes. Exactement, c'est même déjà beaucoup. Asseyez-vous et discutez. Ça veut dire, vous deux, faites des sacrifices. Si on dit asseyez-vous et discutez, ça veut dire que la loi est là, on peut l'appliquer, mais on dit, un bon arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Très bien, merci. Docteur Jacques Aguiar-Darro. Je voudrais en une phrase dire quand même que je préfère une situation moins confortable qu'un chaos. Je crois que nous avions à peser entre le chaos et une situation moins confortable, choisir le moins confortable et pour mouvancier et pour opposition, que nous choisissons tous le chaos, parce que après, quand on a le chaos, c'est que nous perdons tous. Et je crois encore une fois que la piste du chaos ne doit pas être celle qui doit nous animer. Et je crois encore une fois que l'ambiance qui règne sur ce plateau montre que c'est pour le pays, c'est pour la nation et c'est pour l'histoire. Et l'histoire, s'il y a un chaos, il n'y aura plus d'avenir. Donc, prenons une piste tout sauf le chaos, parce que tester le chaos, si on croit que le consensus va coûter beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices, tentons le chaos et on voit un peu ce que ça donne. On va pas tenter le chaos. Merci beaucoup. Je crois encore une fois que le Bénin va étonner. Avant que la CEDEAO ne vienne, elle constatera que les Béninois se sont entendus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Jacques Aguiar-Darro. Voilà, merci pour... Vous êtes sociologue. Merci pour ces échanges. Merci à vous, Delors Faton, membre de l'opposition. Merci Boga Koupaki, Roméo Aïssegbe, acteur politique proche de la mouvance présidentielle ou dans la mouvance présidentielle. Merci beaucoup à chacun et à tous. Merci à chacun et à tous. Merci de nous avoir suivis. Et donc, c'est fini pour ce numéro de votre émission Mercredi Politique. Vous l'avez constaté, hein, on a parlé du Bénin, on a parlé de la situation politique du Bénin. Nous vous retrouverons mercredi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Agréable soirée à chacun et à tous.